Les différents intervenants, c'est indéniable l'héritage de Étienne Tshisekedi. Un héritage énorme. D'ailleurs, le secrétaire général de mon parti, malheureusement que le Seigneur a pris l'année dernière, est un ancien de l'UDPS, a lutté longtemps dans l'UDPS. Quand je lui ai demandé, mais qu'est-ce que les années de lutte dans l'UDPS t'ont apporté? Il m'a dit, savoir vaincre la peur et l'endurance. Et c'est ça qu'il a apporté au parti. Donc c'est indéniable, ce bilan-là. Maître Dieudonné, à un moment donné, a fait un petit parallèle avec Abraham Lincoln en disant son fameux mot de gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et je voudrais dire, oui, le peuple d'abord, c'est un concept louable auquel nous nous accrochons tous, mais il faut dire qu'il est galvaudé, vous l'avez dit à un moment donné aussi, parce que le contenu, on dirait, se perd petit à petit. Et la question que je me pose, Étienne Tshisekedi serait là aujourd'hui, comment il réagirait face à justement ce que j'appelle une déperdition de ce concept? Parce que regardez, dernièrement, il y avait une radio de la place, j'entends un de nos politiciens, pour ne pas le citer, c'est le candidat président de l'Assemblée nationale. Le journaliste lui pose la question sur les salaires des députés, sur les, comment on appelle ça, quand on travaille, les heures supplémentaires. Il tourne, il répond pas, et après il dit avec force, tout travail mérite salaire. Combien de gens, ou combien d'entre nous on connaît de gens, ou nous-mêmes, où on travaille des heures, des gens sans être payés? C'était un peu choquant. Donc, maintenant le peuple a l'impression que ce peuple d'abord, oui, c'est un beau slogan, c'est beau à entendre, il y a des belles phrases, ça a été forgé par Étienne Tshisekedi, mais dans la réalité, c'est un petit nombre. On entend ça dans les nouvelles. Ce n'est pas en termes de milliers de dollars, c'est en termes de millions de dollars. Il y a toujours des malversations, des choses comme ça, etc. Ça me choque. Et j'ai beaucoup aimé, je me suis dit, mais finalement, il n'est pas là, le professeur Kabongo. Il a dit le mot qu'il fallait. Ce mot de peuple d'abord nous apprend quoi à nous battre? Il faut se battre. Parce qu'il l'a forgé. Oui, l'idée est là. Le peuple doit être au centre. Mais la question que je me pose, oui, il nous a donné des pistes. Mais Étienne Tshisekedi serait aujourd'hui là. Il réagirait comment? Face à son slogan, peuple d'abord, mais la pratique qu'on en fait. Merci beaucoup. Je disais merci beaucoup pour m'avoir accordé cette opportunité. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés ici sur la thématique, qu'est-ce que le peuple d'abord et pourquoi Étienne Tshisekedi wa Mulumba n'a pas recouru aux armes pour prendre le pouvoir. C'est peut-être ce que j'ai eu à retenir. Et tous les orateurs nous ont démontré chacun, chaque définition, chaque mot qui pouvait contenir à expliquer le deux termes. Et à mon sens, j'ai eu à comprendre que tous
se sont convergés presque à une même idée. Mais je voudrais souligner quelque chose sur le peuple d'abord et pourquoi Tshisekedi n'a pas pu prendre les armes. Je pense que les premiers intellectuels de ces pays, Étienne Tshisekedi et tant d'autres filles-là. Et 20 ans après, parce que lorsque la République démocratique du Congo a accédé à l'indépendance, il y a eu des intellectuels qui ont pris des postes. On a vu en 1961, Lumumba avait été tué. 64, 65, on parle du nouveau régime. 72, entre 72, oui, on parlait de zaïrianisation. Ces intellectuels se sont demandé, nous allons où? Je sais tant, parmi d'autres de l'IDPS sont dans cette salle, ils se sont réunis pour créer l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'est en voyant, en jetant les coups d'œil, en faisant la rétrospection, en regardant ce qui s'est passé, durant les 20 ans, ils se sont dit non, nous risquerons de sacrifier le peuple. Ils se sont réunis, ils ont créé l'UDPS. Et on a pris la lourde charge. Tu sais que j'ai dit oui, j'accepte d'être le chef de file. Je dois conduire ce peuple jusqu'à la victoire finale. Alors, à cette dimension, tu sais que j'avais compris que si nous recourons aux armes, comme en 1965, catastrophe. Si nous recourons à cela, on ne doit pas aboutir. Apprenons le chemin de la démocratie. Le pouvoir se donne par le peuple. C'est ainsi qu'il a dit, je ne prendrai pas le pouvoir par les armes. On a tenté avec les armes. Il y a eu des millions de morts qu'on parle en République démocratique du Congo. Il y a ceux qui ont pris les armes pour se servir, mais ils ont tué leurs frères. Tshisekedi avait pris un chemin pour dire, apprenons la démocratie, apprenons l'alternance, apprenons les chemins à prendre pour servir notre cher et beau pays. Il ne pouvait pas s'égarer à cet esprit pour aller tomber dans des études non plus. C'est ainsi Tshisekedi, en lui-même, sachant que si nous prenions les armes, si je prendrais le pouvoir de cette manière, de la même manière où j'ai pris, c'est de la même manière où je serais encore chassé. Il comprenait, et il était un visionnaire, un aigle, de voir que si nous procédons ainsi, même nos petits-fils vont recourir à ce même malheur. C'est pourquoi j'ai trouvé qu'il faudrait enseigner la démocratie, enseigner comment remettre le pouvoir au peuple. C'est dans ce sens que je voyais que là, le pouvoir, je peux prendre. Oui, beaucoup se sont servis, mais ils n'ont pas pu sortir le pays du gouffre. Et sur le peuple d'abord, c'est le même terme, selon moi, lorsqu'on dit « union pour la démocratie ». Le pouvoir émane du peuple. C'est pourquoi je disais « le peuple d'abord ». C'était le même mot qui s'est retrouvé dans l'union pour la démocratie et le progrès social. Il n'y avait pas autre chose. C'est seulement interpréter ce qu'ils s'étaient dit pour amener la démocratie en République démocratique du Congo. Je commence par remercier d'abord les initiateurs de ce forum, puisque ça nous permet de connaître beaucoup de choses que bon nombre de personnes ne connaissaient pas. Quand j'ai suivi à la télévision qu'il va se tenir ce forum, je me suis dit, quelles que soient les conditions, je vais y arriver. Et je suis entré en retard, j'ai fait un tour presque avec la pluie et consort parce que je tenais à venir à ce forum. Je vais faire quelques témoignages, puisque je suis l'un de ceux qui connaissent mieux Étienne Tshisekedi, et je suis la première victime, après la création de l'UDPS, pour être arrêté dans les geôles du général Bolozi. Le témoignage que je vais faire ici concerne la résistance de Tshisekedi,
la personnalité de Tshisekedi, et vous comprendrez que l'homme était resté égal à lui-même. Je vais commencer par vous dire que chaque fois, quand on pouvait avoir une information et qu'il fallait lui amener, et vous arrivez auprès de l'homme, vous lui expliquez, vous dites, il vous regarde. Et après, il vous pose la question, qu'est-ce que vous-même vous pensez de ça? Donc, il ne vous dit rien, hein, mais vous devez trouver la solution au problème que vous êtes allé poser. Ça, c'est l'homme. Je suis parmi les gens qui pouvaient lui dire quelque chose, puisque Tshisekedi, quand il a déjà une position, vous pouvez tout dire, il ne peut pas changer. Mais j'ai eu l'occasion, alors relégué comme lui, mais de me retrouver à Mupompa, après le fiasco donc, de deuxième accord de Badolité. Nous sommes allés nuitamment dans le véhicule du feu général Dinanga et qui transportait les braises. Nous étions comme le convoyeur parce que quelqu'un ne pouvait pas quitter son village pour aller dans un village de notre relégué. Nous arrivons à Mupompa très tard dans la nuit. C'était pourquoi? Parce que quand ça avait capoté, Joseph Ngaloula va nous appeler. Il avait demandé au gouverneur Pambia Moussangabekaja pour qu'il nous autorise à aller convaincre Étienne pour qu'il accepte, puisque l'objectif était de traiter directement avec le président Mobutu, sans passer par les intermédiaires qui faisaient l'histoire de l'UDPS le moyen de se faire de l'argent. Alors, quand on va arriver là-bas, d'abord un fait important, et dans la brousse, donc lorsqu'on avait entendu le vrombissement du moteur du véhicule, déjà la brousse était pleine de combattants. Vous arrivez, on vous arrête. Qui êtes-vous? Où vous allez? Et il fallait expliquer. Et comme nous étions avec le général Dinanga et consorts, et ils nous ont laissé passer. On trouve la première barrière des militaires, on s'explique, la deuxième barrière, et il autorise qu'on entre. On a discuté longuement, parce qu'il ne voulait plus de cette histoire des accords de Badolité. Et finalement, aux alentours de 4 heures du matin, il dit « Je me remets à la sagesse du vieux ». Et nous faisons un ouf de soulagement. Et vers 5 heures, on mange et on rentre. On va faire le rapport, le document qui avait été fait. Il fallait que ce document que nous avons rédigé puisse arriver au président Kibasa. Mais qui devait aller? Qui pouvait garder secret? On a pointé en faveur de qui? Ilunga en faveur de qui? Pour ceux qui le connaissent. Mais 2 jours après, on apprend, non, de bruit par-ci. Bon, l'histoire était connue. Non, nous avons dit, on ne l'envoie plus. On a fait venir la petite sœur de Kibasa, Annie Kibasa, qui est arrivée. Et on l'a dérangée à l'aéroport, à partir du nom et tout ça. Finalement, quand on a réuni tous les documents, on va la prendre dans le véhicule de Dinanga, l'amener à Lusuku, afin qu'elle prenne le train, pour éviter les dérangements qu'elle pouvait connaître au niveau de la gare de Moniditu. Les documents sont allés et c'est ainsi qu'on arrivera à ce que vous avez entendu, accord de Badolité, Badolité 3. Mais pourquoi je soulève ce problème? C'est parce que quand on a signé ces accords, je vous informe que la première personne qui a signé ces accords,
c'est Étienne. Parce qu'ils avaient déjà refusé, vers 17 h, le président Kibasa, qui est entré à la résidence pour aller manger, puisqu'il y avait un jet qui les attendait à l'aéroport, Mpambia souffle à l'oreille d'Étienne, puisqu'ils étaient restés à deux, dans la paillote, pour ceux qui connaissent le gouvernorat du Kasaï oriental. Et Mpambia chuchote pour dire à Étienne, mais c'est une histoire du pays. Comment vous voulez accepter que ça puisse aller se terminer au Katanga alors que ça a commencé au Kasaï? C'est alors qu'Étienne va signer et puis il va appeler, dit Freddy, revenez Freddy. Et ils ont signé ce fameux accord-là. Et après avoir signé, Étienne va nous appeler au guest house de Bakwang, où il était logé. Vraiment, votre indulgence. Je vais y aller. Je vais chuter. Alors, il nous appelle pour nous dire, vous qui connaissez nos présidents de cellules à Kinshasa et consorts, nous avons signé, mais quand vous allez partir, il faut dire à ces gens de dire non. Voilà l'homme. Comment il a été rusé. Et nous allons partir pour expliquer à nos partenaires en Europe qu'est-ce que nous avons fait. Il vous souviendra que quand il était en Europe, il y a eu des choses. Mobutu a dit non, lui, s'il lui renie sa signature, moi je reconnais la mienne. Alors que ce n'était pas lui qui avait parlé, c'était Corneille Moulumba. Mais c'était sur son instruction. Étienne résistant. Rappelez-vous le 17 janvier 1988, tout ce qui s'est passé autour de lui, et ainsi de suite. Mais il y a quelqu'un dans la salle qui est resté même infirme parce qu'il a tenu à ce qu'Étienne soit en vie. Lui pouvait mourir à la place d'Étienne. Et Étienne a montré qu'il a été résistant, puisqu'au moment où on a réussi à le mettre par terre, et c'était fini, c'était sa mort. Et Omer Kamba va le soulever et le mettre dans le véhicule, croyant que ce véhicule était un véhicule c'était une Mercedes noire en faveur de qui? Alors que c'était un véhicule de sécurité. Et on les a amenés à la mort. Dieu merci, ils ne sont pas morts, ils ont résisté. Pour chuter, je pose une petite question. Je me demande si tous nous avons compris la quintessence du peuple d'abord. Si nous tous, nous incarnons toutes ces valeurs que nous attribuons à Étienne Tshisekedi, puisque certains parmi nous aussi, à un moment donné de l'histoire, qui normalement devaient intérioriser les valeurs d'Étienne Tshisekedi, mais on fait aussi les yeux doux à Kabila. Pour c'est par la misère, pour se faire nommer, ou c'est... Enfin, ma question c'est celle-là. Comment ces gens-là peuvent-ils dire qu'ils peuvent incarner les idées d'Étienne Tshisekedi? Je vous remercie. Bien, je commence d'abord par féliciter l'équipe qui a organisé cette rencontre aujourd'hui et vous dire que j'étais très, très satisfait du fait que le mot, le concept de peuple d'abord est un concept qui peut-être a été galvaudé ici, mais conserve encore toute sa fluidité, toute sa pertinence. Je dois dire que ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis l'époque pharaonique. Tout à l'heure, mon ami Kabongo a parlé de la matocratie. Je pense que
c'est passé comme ça inaperçu. La matocratie qui était en fait la gouvernance en Égypte pharaonique, gouvernance guidée par la mat, et naturellement le pharaon devait respecter cette gouvernance. Enfin, je reviens au terme même, peuple d'abord. J'apporte ici une petite contribution. Le mot peuple, il faut d'abord que nous déconstruisions ce que nous savions du peuple et ensuite construire. Déconstruire, il faut d'abord appartenir à une culture donnée. Quand on traduit le mot peuple en lingala, c'est banamboka, to mwanamboka. Pour comprendre le concept du peuple d'abord, il faut d'abord revenir à la culture africaine. Parce que Hermès Thoth, que vous appelez Thoth Djéouti, nous a laissé depuis l'Égypte pharaonique deux concepts, deux postulats, je dirais, que Cheikh Anta Diop nous a rappelé plusieurs fois. Et je rappelle ici que le mot peuple signifie conscience collective. Et quand on a une conscience collective, on devient un peuple. Sinon, on est une population, une tribu, comme les africanistes ont voulu nous l'enseigner. En Afrique, il n'y a pas de science indépendante de la spiritualité. C'est le premier postulat. Il n'y a pas de science indépendante de la spiritualité. Le deuxième postulat, c'est que toute science est un subséquent du modèle culturel. Donc vous ne pouvez pas faire la science sans tenir compte de votre environnement. Et c'est de là que la culture se définira d'une manière plus simple. C'est la réponse que l'anthrope, c'est-à-dire l'homme, donne aux sollicitations de son environnement. Et donc, quand on est un peuple, on est nombreux, on est une population, mais à partir du moment où on commence à forger une conscience, la conscience se forge de quelle manière? D'abord par l'amour. Et donc un peuple est dépositaire de l'amour qu'on appelle l'amour patriotique. Sans l'amour patriotique, il n'y a pas de peuple. Et naturellement, lorsqu'on dit le peuple d'abord, c'est d'abord l'amour. Est-ce que vous vous aimez entre vous? Est-ce que vous aimez votre pays? C'est ça la première chose. Est-ce que le Congolais, à partir du moment où Kwame Nkrumah nous a parlé du peuple d'abord, Lumumba et Mzee et le professeur et le docteur Tshisekedi Wamulumba nous a donné un contenu politique réel, concret de ce peuple d'abord, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons parler du peuple d'abord? Ça, c'est la première chose. Donc, si nous voulons parler du peuple d'abord, il faut d'abord que nous nous aimions. Donc, que nous ayons une conscience collective. Et tout à l'heure, j'ai entendu que Étienne Tshisekedi a été dans l'union sacrée de l'opposition, n'est-ce pas? L'union sacrée de l'opposition. Mais l'union signifie des gens qui sont ensemble. Or, l'union sacrée, qui dit sacré, dit amour. Il n'y a pas de sacré sans amour. Et donc, je peux faire un parallèle aujourd'hui, et je termine par là, que quand on dit peuple d'abord, c'est-à-dire conscience collective, amour de la patrie, c'est exactement pareil que l'union sacrée, qu'elle soit de la nation ou de l'opposition. L'union sacrée, c'est l'amour que l'on a pour être ensemble, pour vivre ensemble. Et donc je pense que même le président de la République actuelle, en parlant de l'union sacrée de la nation, il veut dire également le peuple d'abord.
parce qu'il y a les éléments, les piliers fondamentaux qui sont l'amour. On ne peut pas aimer son peuple sans amour. Et quand on aime, naturellement, on doit être juste. Et lorsqu'on est juste, on est solidaire. Lorsqu'on est solidaire, on accède à la paix. Voilà ce que je voulais apporter. Bonjour tout le monde. Et je remercie les organisateurs pour cette conférence. C'est la première fois d'ailleurs que je participe à ce genre de débat sur la personne de Dr Étienne Tshisekedi. Je suis professeur à l'Université de Kinshasa, au département de démographie. Je suis démographe. Et je demanderai votre indulgence parce que je n'irai pas dans le sens de ce que j'ai entendu ici. J'ai connu à distance le docteur Étienne Tshisekedi parce que c'est une grande personnalité. Et le premier témoignage de près que j'ai eu de lui, c'est de Maître Dieudonné Ilunga, que je salue après l'avoir vu il y a plus de 10 ans. En 1997, pendant que le régime Kabila était au top, je parle de Kabila 1, vers 21h, j'entends quelqu'un qui frappe à la grille de ma parcelle. Et quand je sors, c'est un inconnu qui vient me chercher. Il dit, monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il me dit, on m'a dit que vous êtes imprimeur. J'ai dit, oui, je suis imprimeur. Et je l'ai fait entrer. Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Il me montre un manuscrit. Il me dit, j'ai écrit un livre. Mais je me suis promené dans toute la ville, dans toutes les imprimeries, et personne n'entend l'imprimer. Et le livre était intitulé « Tshisekedi, symbole du changement ». Et j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne veut pas, les autres imprimeurs ne veulent pas l'imprimer? Ils disent, tout le monde a peur. J'ai dit, moi, je vais l'imprimer. Et c'est moi qui ai imprimé le premier livre. Tshisekedi, symbole du changement, rédigé par Maître Ilunga, qui était encore étudiant. Étudiant en première ou deuxième licence à la faculté de droit. Eh bien, c'est à partir de ce livre-là. Ce livre m'a donné le goût de suivre de près les informations sur Étienne Tshisekedi. Et nous allons devenir des amis avec Maître Ilunga qui, chaque samedi, vers 18h, passait par chez moi pour me dire « je vais à l'église ». Et à l'église pour écouter le prophète politique. C'est comme ça qu'il appelait. Le prophète politique. Eh bien, chaque samedi, et quand il revenait, il restait là jusqu'à 21h, 22h, et puis le dimanche, j'étais curieux de savoir ce que le prophète politique lui a dit. Mais moi, je n'avais pas le courage d'aller écouter le prophète politique par de mes propres oreilles. Eh bien, je pris de temps en temps, on discutait de ce que lui allait entendre et me rapporter. C'est vrai que les témoignages que j'ai entendus ici, tout concorde, dans le sens de la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des Aïrois, des Congolais à l'époque. Maintenant, comme disait Freddy, et Maître Ilunga l'a dit également, il y a pas mal de choses qui doivent être dites ou encore étudiées dans la vie de cette personnalité. Une personnalité atypique.
Et moi, je me pose des questions dans l'autre sens, en tant que démographe. Et lorsqu'il parlait, il y a des questions qui me parvenaient, qui passaient par ma tête. Je me dis, est-ce que je ne déconne pas? Lorsque je vais demander la parole, est-ce que je ne veux pas indisposer le public? Une des questions, étant donné que le docteur Tshisekedi se battait pour l'amélioration des conditions de vie de ce peuple, la libération du peuple congolais et, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui le peuple d'abord. Je ne suis pas encore convaincu, et si moi je fais ma lecture, l'interprétation de ce peuple d'abord, je n'irai pas dans le sens de ce que j'ai entendu ici. Eh bien, je me dis, à plus d'une fois, le docteur Étienne Tshisekedi a eu les opportunités de prendre le pouvoir, comme Premier ministre d'abord. Parce qu'il se battait pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais. En tant que Premier ministre, ne pouvait-il pas accepter de prendre le pouvoir et de travailler de l'intérieur pour pouvoir améliorer les conditions de vie des Congolais? Stopper cette décadence, cette dévaluation du statut du Congolais, de ses conditions. La scolarisation des enfants, l'hospitalisation, en fait les aspects de santé, la nourriture. Pourquoi est-ce que, en tant que celui-là qui se battait pour améliorer les conditions du peuple, il ne pouvait pas avoir pitié de ce peuple pour dire je vais quand même prendre ce pouvoir? Parce que nous l'avons vu, en 92, 93, il devient Premier ministre pendant 3 mois. Et pendant 3 mois, j'étais un petit fonctionnaire à Matadi. Nous qui allions au travail quand on voulait, dès que Étienne avait le pouvoir, à 8 heures, tout le monde était là, on signe, à 16 heures, on était encore là et on signait. Et pour une fois, j'ai vu les gens travailler, c'était pendant les 3 mois. Et c'est pendant ces 3 mois que j'ai eu un salaire. Le même montant que j'avais de salaire pouvait me permettre de vivre normalement, décemment pendant 3 mois. Petit fonctionnaire, ATT 2. Pendant 3 mois. Et dès qu'il est parti, nous avons repris nos anciennes pratiques. Et personne ne venait plus au travail. Mais je me dis, si il pouvait rester encore au pouvoir, Premier ministre, pendant ce temps, avec toutes ses valeurs, avec ce qu'il avait comme masse critique de la population qui était derrière lui, et on savait que Mobutu avait peur de lui. Pendant cette période-là, est-ce qu'on pouvait connaître, maintenant je parle comme démographe, le nombre de morts que nous avons connus depuis 92, 93, jusqu'à sa mort? Est-ce que la situation politique au pays resterait celle que nous avons aujourd'hui? Je me pose des questions et comme je disais, il faut étudier, encore étudier, consacrer des thèses, pourquoi pas, pour pouvoir comprendre. Je me dis, est-ce qu'on peut faire une étude sur l'impact du refus du pouvoir par Étienne Tshisekedi pendant toute cette période? Quel serait cet impact-là sur le plan socio-démographique? Quel serait cet impact-là de 92 jusqu'à ce jour? Est-ce que si Étienne Tshisekedi avait pris le pouvoir pendant ce temps comme Premier ministre, il n'aurait pas changé des choses de la manière que son fils est en train de le faire aujourd'hui? Parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec l'Union pour la nation, c'est quelqu'un qui a accepté d'aller et travailler de l'intérieur avec l'adversaire. Et si lui avait accepté de faire ce que Antoine Tshilombo a fait aujourd'hui avec le même adversaire, est-ce qu'on aurait la même situation? Je me dis, j'évolue encore. Est-ce que c'est à cause de ça, quand il a compris ça, qu'il aurait accepté d'aller aux élections de 2016, 2011? Est-ce que c'est après avoir vu l'erreur
de ne pas combattre en étant à l'intérieur qu'il a pu progresser? Ce sont des questions que je me pose et que ceux qui étaient avec lui pourraient nous aider à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, les choses n'avaient pas changé et on a vu un autre Tshisekedi qui a vécu avec son père, accepter de changer de fusil d'épaule, changer de politique pour dire, bon, nous avons tenté d'être à distance, ça n'a pas marché. Est-ce qu'on ne peut pas maintenant approcher cet ennemi, cet adversaire et travailler de l'intérieur? Et voilà, je me dis, si jamais, c'est une hypothèse, lui avait accepté de faire ça, probablement qu'on n'aurait pas perdu 10, 15, 20 ans, comme nous l'avons perdu aujourd'hui. Et ceux qui nous ont pris pendant 20 ans, 18 ans, 20 ans, ne seraient même pas arrivés. Ça, c'est également une lecture. Une autre lecture. Je me suis posé des questions. Pourquoi il n'y avait que lui et tous les autres qui venaient vers lui partaient? On peut se chercher à savoir également pourquoi cet homme était intéressant. Crispin Gakwaka l'a dit ici, que quand vous veniez avec une préoccupation, c'est lui-même qui vous posait des questions pour que vous puissiez répondre à vos propres questions. Alors, pourquoi est-ce que les collaborateurs partaient tout le temps et le laissaient seul? Quand on dit perdre de la démocratie, de quoi on veut parler? Est-ce qu'il y avait réellement des débats autour de cette personnalité pour que nous puissions parler de la démocratie? Parce que la démocratie voudrait également dire qu'il y ait également échange. J'ai mes idées, vous avez vos idées, on discute et puis on arrête un point de vue. Est-ce que c'était comme ça? Donc, c'est également une question que je pose à Maître Ilunga qui était tout le temps avec lui, parce que c'est lui qui venait m'évangéliser à travers cette évangélisation que lui recevait. Bien. Donc, vous voyez, c'est une lecture dans un sens, je vais dire, opposé par rapport à tout ce que j'ai entendu ici. Parce que c'était un homme. Parce que c'était un homme, qu'est-ce qu'on reprochait à cet homme par ceux qui le côtoyaient? Et donc, nous pouvons nous dire également victimes de son intransigeance. Parce que s'il avait essayé de bloquer Mobutu de l'intérieur, la dégradation de la situation du pays que nous avons aujourd'hui ne pourrait pas être le cas. Je vous remercie. Merci. Je commence par remercier les organisateurs de cette conférence, spécialement au DGA de la RTNC. Il faut le dire, que ce genre de rencontres entre nous, si ça peut se multiplier, si ça peut se tenir à tout moment pour que les jeunes générations, les jeunes cadres qui entrent aujourd'hui dans la politique puissent comprendre la quintessence de ce genre de rencontres, les choses iraient en avant. Les choses s'amélioreraient dans ce pays et on arriverait peut-être à avoir une nation au vrai sens du terme. Mais je voulais dire ceci. Quand je suivis les interventions des orateurs ici, en commençant par le DGA, il a dit une chose peut-être qui est passée vite. On n'en a pas tellement parlé. Il a dit Étienne faisait la politique pas pour manger. Et le maître, il est sorti. Maître Ilunga dit, il dit que Étienne était le rédacteur en chef du manifeste de Lancellet. Beaucoup de jeunes gens peut-être ne comprennent pas ce petit livre-là. Ce petit livre, manifeste de Lancellet, a défini la politique que devrait mener Mobutu pour diriger ce pays. Et ce livre contenait la pensée d'Étienne Tshisekedi. Sachez-le, les jeunes gens. Bon, ne soyez pas trompés par l'apparence. Hein. Je suis aujourd'hui âgé de 74 ans et j'ai connu Étienne parce que j'étais le premier président cellulaire
de l'IDPS dans la commune d'Engaliema. Toute implantation de ces partis là-bas est partie de ces lieux-là où j'ai été, moi, Kapita, premier président cellulaire d'Engaliema. Je connais Etienne, j'ai traité avec lui face à face. Il m'appelait les jeunes braves d'Mbinza. S'il y a des gens dans la salle qui étaient avec moi, ils peuvent le témoigner. Mais néanmoins, ce que je voulais dire, c'est ceci. Etienne n'a pas fait la politique pour le manger, c'est-à-dire il voulait faire la politique service, qui nous manque aujourd'hui dans ce pays. Et c'est l'équivalent de ce qui est dit, MPR égale servir. Mais lorsqu'il a vu que Mobutu n'a pas suivi cela, Etienne s'est senti, je ne sais pas moi, quel est le terme que je peux utiliser. Il s'est senti ridicule pour avoir conçu quelque chose qui pouvait nous emmener à être le véritable indépendant du Congo, nous, et nous jouir de nos propres richesses. C'est l'idée qu'avait Etienne, la politique service. Travailler pour le peuple et non pas pour s'enrichir. Mais à l'opposé de cette politique service est née la politique business. C'est que Mobutu a instauré. Faire la politique pour gagner, pour manger, comme a dit le DGA. Faire la politique pour s'enrichir. Non, ce n'était pas la pensée d'Etienne. D'où les slogans aujourd'hui, le peuple d'abord. Ce n'est pas différent de impère égal, servir. C'est la même chose. Et c'est Etienne qui a instauré impère égal, servir. Et c'est le même Etienne qui va dire le peuple d'abord. Ce sont des concepts qui disent la même chose. Qui disent la même chose. Voilà la grandeur de la politique d'Etienne. Je vous dirai, le temps peut-être fait défaut. Alors, secrétaire administratif de la représentation légale de la communauté SEBCO, aujourd'hui SEBCO, maintenant c'est à l'époque SEBZO, j'étais le porte-parole devant Etienne dans son bureau avec le représentant légal de cette communauté. Et quand il m'a vu, il a dit, « Ah, les jeunes braves de Mbinza, c'est toi le porte-parole. » J'ai dit, « Oui, patron, c'est moi. Président, c'est moi. » Je vous ai dit que ne vous fiez pas à l'apparence. Hein? Peut-être mon cabaret ne vous dit rien. Hein? Mais alors, il faut voir peut-être le cerveau là-dedans. Je voulais dire ceci. Aujourd'hui, c'est un réveil, ce genre de rencontre. C'est un réveil. Le professeur d'université, monsieur, il est parti, le professeur Kabongo. Le maître Ilunga. Ce réveil, bien que tardif, je voulais dire un réveil, bien que c'est en retard, mais c'est quelque chose d'important pour les générations présentes et pour les générations à venir. Travaillons-nous pour garantir à nos petits-fils un Congo digne où nous travaillons pour notre ventre. Tout à l'heure là, j'ai entendu un professeur qui est passé ici qui a dit, il a dit pourquoi les gens quittaient Etienne lorsqu'il venait à ses côtés. Ils le quittaient, pourquoi? Parce qu'il venait pour leur ventre. Et quand ils trouvaient qu'Étienne ne travaillait pas pour son ventre, il s'en allait. Parce qu'il venait pour l'argent. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Tout ce monde-là au palais du peuple que vous voyez, ils viennent faire la politique business. Ils ne viennent pas faire la politique service. Vous qui avez l'occasion de rencontrer le président de la République aujourd'hui, le fils d'Étienne Tshisekedi, il a en lui quelque chose d'Étienne, qu'on le veuille ou pas. Mais si vous lui refusez la politique d'Étienne, acceptez quand même qu'il a ce qu'on appelle en scientifique, en sciences, qu'est-ce que nous appelons comment on appelle ça? L'ADN. Voilà. Il en a. C'est Étienne.
Maintenant, c'est les tiennes que nous avons là-bas. Donc, mes chers amis, je voulais dire ceci, mes compatriotes, c'est maintenant ou jamais. Faisons valoir ces idées-là. Le peuple d'abord, un père égal, servir. Faisons voir ça. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que nous pouvons faire? Changeons l'ordre politique. Voilà un conseil à donner au président de la République. Changeons l'ordre politique. Si l'ordre politique de Mobutu a fait que les gens travaillent pour leur ventre, faisons que l'ordre politique actuel, qu'on travaille pour servir. Oui, je me nomme Maître Kiloum. Je suis un combattant de l'IDPS. Nous sommes venus dans l'IDPS quelque temps vers la fin de la clandestinité. On était encore trop jeunes. Nous avons emboîté le pas aux fondateurs pour les accompagner dans cette lutte-là. Et personnellement, dans le cadre de la lutte, nous avons été appelés à jouer plusieurs rôles. On a été dans la jeunesse, on a été dans beaucoup de structures du parti. Mais il y a des structures où nous étions appelés à faire des rapports, soit directement au président Étienne, soit à l'époque avec le bureau, le 4, on pouvait même aller chez Faustin Birindois, qui était le secrétaire national de l'organisation. Ce que nous allons essayer de signifier ici en guise de témoignage est que nous avons appris la lutte, la résistance, c'est dans l'IDPS. Et moi, personnellement, je l'ai toujours dit, c'est grâce à Étienne Tshisekedi. Donc là, ce personnage-là a beaucoup marqué ma vie en tant que résistant dans la vie. Je ne connaissais pas la résistance, je ne savais pas faire la lutte. Mais être à côté de ces messieurs, c'était autre chose. Moi, je l'ai toujours dit, c'était phénoménal. À chaque fois qu'il y avait même des manifestations publiques, nous étions dans des services spécialisés tantôt qui précédaient les événements. Mais lorsqu'il y a la présence d'Étienne, on sentait autre chose en nous, comme si on... D'ailleurs, les gens racontaient tantôt que non, tous ces gens-là, de sécurité, ils viennent des États-Unis. Il y a des choses qui se racontaient dans la cité. Mais c'était la présence de l'homme. Il avait une aura tellement forte que là où il était, c'était autre chose. Ça, c'est le premier témoignage que je retiens personnellement de la lutte que nous avons menée aux côtés d'Étienne Tshisekedi. Deuxièmement, j'ai un témoignage à l'époque. On arrête Joseph Olengankoy, jeune turc de l'Union sacrée à l'époque avec son... parti Fonus. À l'époque, ce n'était pas... Bon, force novatrice, pas la dénomination actuelle là. Bon, vous voyez, avec tout ce qu'il y avait comme lutte, il était arrêté. Il a fait la prison. Et j'étais dans les collectifs de sa défense en tant qu'avocat. Et j'étais même à l'avant-plan du collectif après maître... non, à l'avant-plan, c'est-à-dire c'est moi qui le maître Mukendi, le bâtonnier Mukendi wa Mulumba, utilisait chaque fois, lorsqu'il était en retrait, je prenais le devant. Alors, à un moment donné, pendant que Olenga était en prison, il a pris l'initiative de déclencher une grève de faim. Alors, nous étions là, donc moi personnellement, avec quelques-uns de mes collaborateurs, nous sommes allés parler avec Joseph en prison. Et il a pris cette décision-là comme quoi que non, il déclenchait une grève de faim. Mais qui ne nous avait pas plu. Au retour, parce qu'à chaque fois que nous quittions la prison, on devrait faire rapport à la permanence. Plus précisément, à l'époque, c'était le président Kibassa qui était d'aller voir un peu le vieux Mwankiem. Ça, c'est le président Kibassa. Je devrais également, j'ai quitté Limité, je suis allé jusque chez le vieux Mwankiem.
je lui ai fait savoir l'idée de Olenga Koy. Le vieux banquier m'a rejeté, il a dit non, laissez cette histoire-là. Dis-lui qu'il arrête, Mobutu, ce n'est pas quelqu'un, on peut faire ces histoires-là ici. Bon. Et pendant cette période-là, il y avait le président Marcel Liaou qui n'était pas au pays. Alors on me demande d'aller voir le vieux Alimété. Je suis allé à Pétunias. Arrivé là-bas, c'est Maman Marthe qui m'avait reçu et me dira non, le président s'est reposé encore si je pouvais revenir vers 15h ou 15h30. J'ai rebroussé chemin pour aller traîner à la permanence. Arrivé sur place, quelques temps plus tard, je devrais encore revenir sur Pétunias. Et je vis le président, il m'a reçu, il m'a posé la question, parce qu'il me connaissait personnellement, c'est quelqu'un à qui je faisais tout le temps rapport, beaucoup de choses. Il me dit, mais c'est ça l'idée, mais vous avez été chez le président Frédéric, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il dit, non, le président Frédéric a dit qu'il arrête. Et le vieux, le grand Mouyanzi, oh, le vieux grand Mouyanzi, donc le vieux banquier m'a dit non. Il a dit, maître, laissez Joseph résister face à la dictature de Mobutu. Donc, franchement, j'ai trouvé, ce monsieur était autrement. J'ai dit, mais pendant que tout le monde craignait la mort avec la grève de faim de Olenga, mais lui autorise à ce que non, il peut même mourir. Alors, ce sont des faits marquants aux côtés de ces personnages, franchement. Et lorsqu'il y a des débats pareils, moi j'aurais souhaité que cette salle pouvait être trop pleine parce que rien qu'avec l'UDPS, c'est là où nous sentons le flambeau de la lutte commence un peu à baisser. Et aujourd'hui nous avons la presse, hein. Vous voyez, rien que même la presse inofficielle, la RTNC, les messages passent. Mais hier, comment nous faisions circuler nos messages? Comment? On n'avait ni radio ni télévision. Mais il suffisait tout simplement des mots. Dès que ça atterrit en Ngaliema, il y avait des antennes. Tout Ngaliema alerté et vous verrez que la salle débordement. Dès que ça atterrit en Ngiringiri chez nous là-bas. Donc, il y avait des méthodes que nous utilisions. Mais aujourd'hui, pourquoi ce flambeau a baissé? Vraiment, je tiens à remercier les organisateurs. Nous, partout où il y aura... Nous ne sommes pas dans les structures formelles du parti aujourd'hui, hein, mais nous sommes combattants de l'UDPS. Nous, c'était dans les sangs. Félix Fomba, le tout dernier secrétaire national de l'UDPS avec l'exécutif de Mavungu, avant l'ère Kabunda. Je suis venu parce que on m'a fait parvenir le thème de cette conférence par WhatsApp. Je me suis dit, parce qu'on parle du peuple d'abord, ça je ne manque pas. Parce que le peuple d'abord, j'ai eu l'occasion d'en parler avec Feu Étienne Tshisekedi. Avant de commencer, je lui avais posé la question de savoir. Tenons bon, l'UDPS vaincra. Il me dira ceci. L'espoir ne veut pas dire qu'absolument quelque chose peut ou va arriver, mais l'espoir c'est plutôt, quel que soit le cours des événements, ce que l'on fait a un sens. Tenons bon, l'UDPS vaincra, parce que c'était un message d'espoir. Avec le peuple d'abord, nous parlons avec lui, je lui dis, le peuple d'abord. Fondamentalement, c'est quoi? Sa réponse. C'est le peuple qui s'organise en fonction de ses intérêts pour être un acteur, un créateur de son propre bien-être. Ce qui a suscité la question, un mois après avoir entendu
que l'on dise que le peuple d'abord était interchangeable avec le peuple au centre de l'action. Parce que quand le peuple devient au centre de l'action, il n'est plus l'auteur ou le créateur de son propre bien-être, il subit une action des autres où on peut retrouver du caprice. Parce que l'action, c'est celui-là, les dirigeants, qui dit « nous devons travailler pour le peuple ». Et non, comme lui-même me disait, que quand l'UDPS vient au pouvoir, ce n'est pas aller donner du poulet, comme je l'entends. Oh, le social, aller donner le poulet aux plus démunis des Congolais, mais l'UDPS vient au pouvoir et met en place les conditions permissives de l'expression du génie de tout un Congolais. Parce que l'acteur de son propre développement, ce n'est pas un groupuscule d'individus qui se disent dirigeants. Et avec lui, moi, je lui ferai la démonstration d'après laquelle, dans un État, ce n'est pas le chef de l'État et le groupe de 50, de 100, de 500 dirigeants qui sont le pierre angulaire, mais c'est plutôt le peuple. Lui, il ajoutera que dans un État, au-dessus du peuple, il n'y a que Dieu. Ni l'État, ni le président, ni les institutions, tous sont issus de la volonté du peuple. Ce qui exprime, ou c'est ce que l'on entend dire, le souverain primaire. Il est souverain primaire parce que tout part de lui. Alors le peuple d'abord, c'est cette possibilité, dans un environnement assaini et contrôlé, le peuple, dans cet environnement, le peuple est en train de nourrir le centre d'impulsion que représente le président de la République de ses propres idées. Le chef de l'État devient un centre d'impulsion parce qu'il ne peut pas avoir les idées, la force et les capacités de faire pour 80 millions d'individus. Mais plutôt, les 80 millions d'individus le nourrissent de ses propres idées. Et comme ils le nourrissent de ses propres idées, lui, en tant que centre d'impulsion, parce qu'il a les manettes, il a les instruments du pouvoir, il impulse les idées du peuple pour que le peuple puisse travailler à son propre bien-être et impulser les développements. Le peuple d'abord, ce n'est pas ce que nous entendons, parce que le président aujourd'hui, il est agressé de toutes parts. Le social. Quel social lui peut donner au peuple si le peuple ne crée pas son propre social? Alors ici, le président tel qu'il est, je crois qu'il a intériorisé la chose, il connaît que c'est comme ça, il va essayer de mettre les conditions pour que le peuple soit les créateurs de son propre bien-être. J'ai dit, je vous remercie. Je commence d'abord par remercier les organisateurs de cette conférence. J'ai un avis un peu contraire par rapport à ce que j'ai entendu ici. D'abord, nous sommes tous des créatures de Dieu. Le Dieu qui nous a créés, il s'est émietté dans son omniscience, omnipotence, omniprésence, pour que chacun de nous soit tel qu'il est. Si vous êtes économiste, juriste, maçon, tailleur, ça fait partie de l'omniscience de Dieu. Et Dieu, c'est le grand scientifique. Il nous a créés, il nous a donné les dons. Quand on parle de l'histoire du docteur Étienne Tshisekedi et de son fils, moi, je vois directement la Bible le rôle qu'a joué Moïse et Josué. Le docteur Étienne Tshisekedi ne pouvait que se limiter là où il s'est limité. Pourquoi? Parce que ce que le fils a fait, le père ne pouvait pas le faire. Le fils s'est laissé hiberner
devant les personnes avec qui il s'est coalisé. Il a subi des humiliations que le père ne pouvait pas, vu le caractère du père. Ils avaient tous les dons, ce sont des hommes providentiels. Le père avait le don de diriger, tout comme aussi le fils. Pour diriger, ce n'est pas question des études. Moi, je suis contre cette thèse. C'est un don de Dieu. C'est question d'avoir une bonne éducation. Si vous voyez, vous lisez l'histoire des grands hommes, certains hommes qui ont dirigé le monde ici, ils n'avaient pas fait des études. Et l'homme important, ce n'est pas celui qui a une tête pleine, mais c'est celui qui a une tête pleine de connaissances, mais celui qui a un cœur plein d'amour. Et si vous avez les dons de diriger, vous aurez l'esprit de sacrifice. Puisque le docteur Étienne Tshisekedi, c'était un véritable chrétien. J'ai entendu ici, il avait une dimension mystique, et ce n'est pas dans des histoires d'éloges. Une dimension mystique en Christ. Puisque le bon chrétien, c'est celui qui connaît les Écritures et qui fait dépendre sa vie par rapport aux Écritures, dans son agir. Et c'est ce que le docteur Étienne Tshisekedi était. J'ai entendu ici parler de Balouba. Non, moi je suis Mong au départ, mon père et ma mère. Mais j'ai adhéré à l'IDPS par conviction. J'ai vu que le docteur Étienne Tshisekedi était un chrétien comme moi, puisque je suis lecteur de la Bible. Il ne pouvait pas accepter l'opposition armée. Puisqu'étant disciple de Jésus-Christ, dans la Bible, on nous dit dans Zacharie chapitre 4, verset 6 à 7, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. D'abord, ça commence, qui est-il grand de montagne? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, que tu seras aplani, toi, toi grande montagne, par Zorobabel. Quand on parle de Zorobabel à la Bible, ce sont des gens qui sont hors de la confusion. Alors, le père et le fils avaient les dons de diriger, mais ils avaient des missions différentes. Le père a joué le rôle de Moïse et le fils a joué le rôle de Josué. Alors, pour bien diriger, il faut avoir une bonne éducation. Si vous êtes mal éduqué, vous pouvez accéder au pouvoir. Quand vous êtes mal éduqué, vous ne ferez rien. Avant l'arrivée de l'homme blanc, l'Afrique était organisée. Il y avait des empires, des royaumes. Mais il y a les gens qui dirigeaient des maîtres. Ce n'est pas question des études, de diriger, non. La Bible dit que si vous avez les dons de diriger, c'est dans Romains 12. Celui qui a les dons de diriger, qu'il les fasse avec zèle. C'est un don. Kabila s'est entouré de beaucoup de gens ici, excusez que je cite son nom. Il a dit, il n'a pas trouvé. Les professeurs d'université, hein? Ils étaient avec lui ici, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Du gâchis. Hein? Diriger, c'est un problème de dons. Et le fils et le père n'avaient pas la même mission. Le père s'est limité là où il s'est limité. Le fils, maintenant, il est venu jouer le rôle de Josué pour nous amener à la terre promise. Merci. Et quand on parle de peuple d'abord, non, je vais chuter par là. Le peuple d'abord, ce n'est pas un slogan. C'est une proposition générale qui sert de principe, de fondement, de règles dans une matière politique ou morale. C'est un maxime. Donc, je voudrais me limiter un peu là, parce que je vois qu'il y a d'autres qui doivent... Merci. Je vais passer la parole à M. Freddy Mulumba, qui est directeur général du magazine Renaissance africaine, magazine organisateur bien sûr de cette conférence, pour intervenir. Ok, merci beaucoup, Oscar. Je pense que nous arrivons à la fin de notre conférence débat. Si on a tenu à organiser cette conférence, c'est pour réveiller notre peuple. Parce que ça fait plus de 10 ans qu'on le fait pour que notre peuple prenne conscience
on a un très grand pays, trop riche, et les peuples pauvres. Donc ça mérite de se poser une question. Donc si on fait, si on commémore Tshisekedi, Kabila, tout comme Lumumba, c'est pour donner à nos enfants les repères. Et c'est important. C'est important que les enfants aient ces repères parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes gens qui ont 30 ans ne connaissent pas l'histoire. Ce qui s'est passé dans les années 90 avec la démocratisation. Donc il faut à tout moment revenir et en discuter. Et de préférence, pour les gens de l'île de Pest qui sont dans la salle, essayez un peu d'écrire vos témoignages. Et c'est important. Vous allez donner la matière aux historiens. Mais s'il n'y a pas d'écrit, c'est les autres qui vont nous imposer. Donc quitter un peu l'oralité. Généralement, les gens discutent et puis après, ça se termine par là. Deuxième chose, je demande aux Congolais de comprendre que nous sommes dans un tournant historique. Le monde a basculé. L'Occident est fini. On tend vers un monde multipolaire. Donc l'Afrique a intérêt à s'organiser. Je dis a intérêt à s'organiser. Et pour s'organiser, il faut se reconnecter à l'histoire, aux grands leaders, les gens qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Vous avez Kwame Nkrumah, vous avez Lumumba, vous avez Cheikh Anta Diop. C'est pour reconstruire la mémoire collective. Le monde de demain, c'est un monde très méchant. Si on ne s'organise pas, nous serons encore comme des esclaves. Parce qu'en 1453-54, les Européens sont arrivés ici, ils nous ont vaincus. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes un peuple vaincu. Comme l'Occident, 5 siècles après, est arrivé à la fin. Nous devons nous organiser pour qu'on soit debout. Et il faut des sacrifices, il faut s'organiser, il faut lire, il faut écrire l'histoire. Arrêtez vos histoires tribales. Arrêtez vos histoires raciales. Vous voyez un peu l'Afrique, vous voyez un peu le Congo, qui vont jouer un rôle important dans ce monde qui s'est mis en place. Donc le 21e siècle, c'est vrai, la Chine est en train de s'imposer. Et après la Chine, ce sera l'Afrique. Mais on va faire l'Afrique avec qui? Donc prenons le temps de nous organiser. Et il faut apprendre ce que Lénine a dit. Si vous voulez changer les choses, il faut entrer au pouvoir. Ne soyez pas naïfs. C'est quand on a le pouvoir, on change la situation. Pas en étant dehors. Donc aujourd'hui, on a connu une alternance pacifique. C'est lié d'abord à l'environnement international. Ni Tété, Trump, retenez ça. Félix Tshisekedi ne serait pas président. Donc c'est un élément important. Ce signifie que nous devons être attentifs à la géopolitique. N'entrez pas dans vos querelles de manger des foufous ici. Les gens qui se battent pour une voiture, pour une maison. Il faut voir un peu l'Afrique, parce que le Congo, c'est le cœur de l'Afrique. C'est curieux. Un pays grand comme ça, un grand peuple, des élites médiocres, ça pose un problème. Donc, essayez un peu de redorer les blasons, et ça demande des sacrifices. J'ai lu le document de Tshisekedi vers la fin, sur la mémoire collective est menacée. C'est très important, il faut en tenir compte. Mais quitter cette dimension où vous êtes toujours en contradiction inutile. J'ai par exemple des Chinois. Vous savez pourquoi la civilisation chinoise a tenu pendant 5000 ans? Donc, dans la culture chinoise, s'il y a un dirigeant qui vient, il ne peut pas nettoyer le passé. On choisit ce qui est positif, celui qui vient, il ajoute. C'est ça la culture chinoise. Ne pensez que vous allez refaire l'histoire, vous nettoyez Mobutu, vous nettoyez Lumumba. Non. Prenons ce qui est positif, reconstruisons notre imaginaire, avançons. Que Kabila il fait ce qu'il a fait, c'est déjà du passé. Il ne faut pas y revenir. Mais voyez ce que Kabila a fait pour construire. Ce qui est arrivé, Félix est au pouvoir. Vous ne voulez pas le juger avec son père n'était pas au pouvoir. Donc il faut toutefois beaucoup réfléchir, engager les débats et les faire d'une manière libre. C'est la liberté qui sauve. Donc, prochainement, on va tâcher de voir la pensée de Kasavubu. C'est presque ignoré. Hein? Mais il y a des écrits. Il faut que les gens les sachent. Trop peu, mais il y a quand même des écrits.
On va laisser base de la pensée, donc les écrits sur Kasavubu. On va chercher certains professeurs pour qu'ils viennent nous expliquer la pensée de Kasavubu, comme on a fait aujourd'hui pour Etienne Tshisekedi, comme on a fait hier pour Kabila, qui c'est Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila. L'objectif, c'est quoi? C'est créer quand même une certaine pensée politique pour que nos enfants apprennent. Ce n'est pas normal quand on veut parler ici, Montesquieu, on cite Mitterrand, on cite qui encore ici, les Américains. Non, on a quand même des gens qui ont fait des grandes choses dans ces pays. Donc tout est construction. Et pour construire, il faut s'organiser et beaucoup de sacrifices. Merci beaucoup. Je pense que les débats continueront à la maison. Et prochainement, on va encore vous appeler pour faire les débats sur la pensée de Joseph Kasavubu. Merci. Congo na biso Congo, 47 ans ya libanda.